Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 janvier 2026. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Nous constatons et nous voulons faire constater juste que nous sommes à 2 jours du démarrage de la période de dépôt des dossiers pour les candidats à l'élection présidentielle. Donc, nous sommes pratiquement à l'une des dernières phases pour que nous arrivions concrètement à la tenue de cette élection. Maintenant, pour commencer, puisqu'on va avoir des échanges, je suppose, extrêmement intéressants, nous allons essayer de vous donner quelques informations. La première information que nous allons vous donner relative à la grogne sociale qui commence à être préoccupante dans le pays, qui touche plusieurs secteurs. Nous avons pu voir les travailleurs, les anciens travailleurs de la Verda devant le ministère des Finances essayer de manifester pour revendiquer également leurs droits et que depuis un moment, ils sont sans moyens financiers, etc. Nous connaissons déjà les situations au niveau des mairies et des communes de notre pays qui sont également en arrêt. Nous connaissons également la situation encore plus préoccupante au niveau des hôpitaux et des personnels de la santé, parce que vous savez que ces personnels et ces hôpitaux, les travailleurs de ces hôpitaux sont en grève, et ça pose beaucoup de problèmes parce que les Congolais essayent de réagir en se disant que tout le monde n'a pas les moyens d'aller au niveau des cliniques, en fait pour exhorter les autorités à prendre à bras le corps tous ces problèmes, à les résoudre et à faire en sorte que nous allions dans la normalité. Parce que tout ça, c'est lié à la paix. Si on ne résout pas tous ces problèmes, on ne peut pas être en paix. L'un des aspects sur lesquels je reviens, et j'ai tenu, et je tiens à le rappeler à chaque fois, c'est la situation de l'université Marien-Ngouabi. D'abord pour l'importance que nous devons accorder au niveau de l'éducation, mais également pour l'avenir des jeunes. Ensuite, vous savez bien que il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup de sages qui pensent que quand on veut détruire un pays, on commence par détruire l'éducation. Et vous savez, je ne sais pas si je suis mal informé, mais je crois savoir qu'au plan africain, l'université Marien-Ngouabi est classée au 231e rang, ce qui est quand même très difficile. Je dirais même ce qui est extrêmement grave. Alors, si en plus de ça, on peut rentrer en grève à partir du 17 novembre pour que les problèmes ne soient pas résolus, ils ont été posés, des efforts ont été faits, mais au niveau des négociations, j'ai même vu que au cours des dernières déclarations, les syndicats s'en sont véritablement pris à la présidence de l'université. Il faut que ces problèmes soient résolus pour que nous allions vers la bonne gouvernance, pour que nous allions vers la transparence, pour que les choses soient claires à tous les niveaux et qu'il n'y ait véritablement pas de soupçons. Que faut-il faire pour que les gouvernants prennent les moyens nécessaires et trouvent les solutions pour que la situation de l'université Marien-Ngouabi soit véritablement résolue? Mais je ne parlerai pas que de l'université Marien-Ngouabi. Je pense par exemple, puisque j'en suis un, au problème des retraités, qui, vous savez, cumulent déjà 50 mois d'arriérés de pension, qui ont failli lancer un mouvement de sitting à une période donnée, qui ont été conseillés par le président du Sénat pour qu'il choisisse ce qu'il considère, lui, comme la voie du dialogue plutôt que la voie de la confrontation. Mais ce choix semble n'avoir pas donné les fruits. Ces retraités menaçaient de faire un sit-in le 31 octobre dernier pour revendiquer le paiement de leur pension. Une démarche non approuvée par le président du Sénat qui appelle au dialogue. C'est surtout ceux qui ont brandi la menace des sit-ins. Je voudrais obtenir que nous sortions d'ici en levant cette mesure, en privilégiant la voie du dialogue et mettons-nous ensemble. Les problèmes que vous soulevez sont des problèmes techniques qui doivent être traités de façon technique par les commissions permanentes. La première, c'est la commission économie et finances dont voici le président. C'est maintenant qu'on traite le budget. Le budget, c'est la sanction. La sanction qui sort du Parlement. C'est le Parlement qui fait le budget. S'il y a des choses rattrapables, on les rattrape. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a eu en face de lui 15 représentants de 3 plateformes syndicales de défense des droits des retraités de la CREF, notamment la Coordination nationale des associations des retraités, la Fédération des associations des retraités et l'Union pour la défense des intérêts des retraités.
Parce qu'on a lu un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux qui disaient que le problème notamment de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300 n'était pas à l'ordre du jour, mais même si ce n'était pas à l'ordre du jour, si on maintient certains d'entre nous à la valeur du point d'indice 160, est-ce qu'on peut avoir la garantie que chaque mois, la pension sera payée de façon concomitante avec les salaires? Et c'est ça toute notre préoccupation, parce qu'on a jeté un coup d'œil sur la loi des finances de 2026. Nous avons vu apparaître une ligne cotisation sociale au profit de la crève de 66,4 milliards, mais ça ne couvrirait que 5 mois si on tient compte de l'information selon laquelle il faut 13 milliards de francs CFA pour payer la pension à tous les retraités pendant un mois. Et c'est une situation extrêmement grave. Mais si on fait le calcul, pour payer donc la pension pendant les 12 mois, il faut 156 milliards. Donc, au vu de l'inscription actuelle, nous avons à rechercher près de 90 milliards de francs CFA. Et je crois qu'il y a une disposition au niveau de ce budget qui autorise le ministre des Finances à mener cette démarche, mais ça ne garantit pas la sécurité au niveau des travailleurs. Maintenant, quand on parle de tout ça, on se rend compte de quoi? Mais ce problème perdure au niveau de l'État. Et on sent que l'État n'a pas les moyens de trouver les solutions. On a beau leur faire un certain nombre de propositions, réduction des trains de vie de l'État, menons une opération coup de poing en ce qui concerne la lutte contre la corruption, menons tout pour rechercher à récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Il semble que tout ça ne donne pas satisfaction au gouvernement. Mais là, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de faire une proposition simple. Les articles 227 et 228 de la Constitution ont institué un Conseil national de dialogue, organe de négociation, de réconciliation, organe d'apaisement et de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation pour que, sur tous les grands problèmes d'intérêt national. Et je crois que cette situation devient vraiment un des grands problèmes. Je sais qu'ils sont très nombreux et tout au long de l'émission, nous allons évoquer. Donc, on ne peut pas continuer à rester les bras croisés. Et en ce qui concerne les retraités, je vais terminer par là, mais il faut que nous suggérons à nos syndicats, parce qu'assez souvent, il y a beaucoup de pesanteurs qui pèsent sur eux, comme quoi ils touchent des pots de vin ou des frais au titre des transports quand ils vont dans les négociations, etc. Et que c'est ce qui fait qu'ils ne défendent pas toujours correctement l'intérêt général. Nous appelons les responsables des syndicats des retraités à convoquer une assemblée générale et en faire en sorte que nous nous mettons ensemble pour essayer de voir si toutes nos intelligences ne peuvent pas nous permettre d'avoir des idées qui vont nous permettre de faire des propositions pour que nous sortons de cette situation. Mais en gros, je crois qu'on a véritablement besoin de dialogue sur ces aspects et on devrait pratiquement avancer. Le deuxième aspect que nous allons évoquer, c'est la situation de Maître Bob Kabeng Masuka. Faut pas qu'il soit oublié, parce que nous avons suivi, lorsque je crois le 9 ou le 10 juillet, il y a eu une intervention, semble-t-il, pour faire ressortir qu'il avait été arrêté avec 7 autres personnes en flagrant délit de complot ou de déstabilisation des institutions, etc., s'agissant d'une marche qui était prévue le 10 juillet. Et depuis, nous sommes surpris que pour un cas de flagrant, je ne suis pas juriste, mais j'avais cru comprendre que lorsqu'il y avait les flagrances, que les preuves étaient établies, qu'on devrait rapidement avancer dans la procédure. Et là, ça fait plus de 6 mois, visiblement, qu'on n'avance pas. Mais s'il n'y a rien à reprocher à Ahmed Kabeng Masuka et à tous ceux qui ont été arrêtés avec lui, mais il faut les libérer, il faut avoir le courage. Parce qu'il y a une session criminelle qui vient de se dérouler. Et on se demande pourquoi ce cas de flagrance n'a pas été examiné au cours de cette session et c'est véritablement préoccupant. Il n'est pas bon que nous soyons toujours dans des traitements injustes, etc., qui font que beaucoup de gens souffrent, mais on met les gens dans des situations extrêmement difficiles. On devrait pouvoir en sortir et essayer d'avancer. Maintenant, le troisième point que je vais aborder, vous savez bien que j'accorde beaucoup de prix au respect de la Constitution, notamment à l'aspect qui concerne l'obligation de déclaration de patrimoine. Et nous avons constaté que les derniers temps, qu'il y a eu beaucoup de nominations, pratiquement depuis mai 2024, il y a beaucoup de nominations. Pour des raisons que je ne comprends pas, parce que c'est vrai qu'on avait fait des commentaires sur l'expérience que
qui avait été amorcée en 2021, est-ce que celle-ci s'est déroulée sans être en conformité avec la loi? Cette loi a été amendée en mai 2024. Et depuis, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. Et cette situation est grave. Parce que quand on prend le programme d'action gouvernementale, Anatole Collinet m'a déclaré, et plus qu'un devoir de transparence, il s'agit en fait d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Mais si les gouvernants ont baissé les bras, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'ils ont choisi de plonger le pays dans cette vision qui n'est pas de marché à faire progresser notre pays et à faire que nous avons. C'est pour ça que nous tenons à tirer profit d'un exemple que nous avons pris. Il y a eu le Conseil des ministres le 20 janvier dernier, il y a eu des nominations au chemin de fer, il y en a eu aussi à l'ANAC, mais au chemin de fer, il me semble, il y a les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints qui ont été nommés. Ils ont été installés quelques jours après par Madame Ingrid Babakas, mais nous avons constaté, comme toujours, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et nous en profitons pour rappeler cet article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et nous constatons que tout ça n'est pas respecté. Et si nous nous permettons de faire un clin d'œil, nous exhortons le président de la République à accorder une attention particulière à ces aspects. Pourquoi? Mais parce qu'il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et nous constatons que de façon incompréhensible, il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Et vous savez que ce n'est pas un bon secteur, ce n'est pas une bonne tenue, ce n'est pas une bonne expérience au niveau de l'observation que nous devons avoir et surtout au niveau du respect de la Constitution. Donc nous voulons profiter de cet exemple pour exhorter les gouvernants et particulièrement le président de la République à faire accorder une attention particulière à cet aspect. Et ils le savent pour que les déclarations de patrimoine se fassent. Sinon, on a fait quel choix? On a fait le choix de protéger ceux qui s'enrichissent illicitement. On a fait le choix de protéger ceux qui sont dans la corruption, dans les détournements de fonds publics. Et ce n'est pas du tout extrêmement intéressant. Et je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça. Mais non, il y a un volet que je vais aborder parce que il me préoccupe. J'ai lu, je fais le commentaire. J'espère que les données sur lesquelles je me fonde sont bien fondées. Je fais mes commentaires sur un thème que j'appelle les préoccupations à partir d'une publication du 21 janvier, je crois, de Brazza News officiel, qui a abordé une question que j'ai trouvée extrêmement importante et sensible pour notre pays. Pourquoi? Parce que dans cette publication, Brazza News a fait apparaître clairement que l'arrestation d'une autre personnalité politique en RDC, notre pays voisin, a conduit à se poser la question si certaines déclarations qui ont été faites ne devaient pas toucher, sinon impacter sur la bonne qualité des relations diplomatiques que nous avons avec le pays voisin. Nous avons toujours milité pour que nous ayons des bonnes relations avec nos pays voisins, particulièrement la RDC. Il s'agit de quoi? Il semble-t-il que cette autre personnalité qui a été arrêtée aurait cité nommément un chef d'entreprise congolais qui serait noyé dans des cercles, dans des situations pratiquement d'achat d'armes pour soutenir des rebelles de la résistance du mouvement rebelle M23 qui sont installés à Kinshasa. Et cette situation nous a préoccupés. D'abord parce que pendant longtemps, nous avons pris part au débat sur cette question dans le cadre des relations entre le Congo et le Rwanda. Et vous savez quelle est la position que nous avons prise. Maintenant, quand il s'agit de ce genre de relations, nous revenons sur cette situation. Parce que Brazza News, un peu plus tard, a même fait une publication dans laquelle il faisait apparaître que visiblement, le voyage du président Tshisekedi à Oyo tout dernièrement, semble-t-il, avait fait examiner en partie ce dossier qui semblait être un dossier brûlant entre les deux pays. Alors nous souhaitons qu'on ne soit pas silencieux sur ce genre de dossier, qu'on ne soit pas silencieux,
Parce qu'il faut que ces questions soient réglées. Et nous avons toujours souhaité que les relations avec nos pays voisins soient les meilleures possibles. Et notamment en ce qui concerne la RDC, nous avons toujours milité pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, quand il s'agit d'un chef d'entreprise, nous avons essayé d'y réfléchir et nous avons constaté que même dans notre propre pays et même à travers le monde, ces chefs d'entreprise semblent être baignés dans beaucoup de problèmes. Ils ont souvent été mis à nu et je crois que nous avons souvent été silencieux et ce silence n'est pas une bonne chose. Il faut que ces questions soient résolues. C'est pour ça que lorsque nous regardons cette situation et lorsqu'on dit qu'elle est en relation avec le soutien à des rebelles qui s'emploient là-bas à l'est de la RDC, nous revenons aux déclarations que nous avons faites à l'époque lorsque nous avions le débat des relations entre le Congo et le Rwanda. Et dans cette démarche, à l'époque, avec un certain nombre d'acteurs politiques, nous avons condamné avec force et rejeté la démarche du gouvernement congolais de vouloir utiliser les terres congolaises pour apporter un soutien multiforme et surtout financier au Rwanda pour entretenir la guerre et les massacres des populations paisibles dans l'est de la RDC. Sur cette question, les acteurs politiques avaient condamné et rejeté avec force la démarche du gouvernement congolais de vouloir utiliser les terres congolaises pour apporter un soutien multiforme et surtout financier au Rwanda pour entretenir la guerre et massacrer les paisibles populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici
Et maintenant, nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Il y a ici beaucoup de potentialités dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs. Mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble. Le Rwanda et le Congo-Brazzaville font tous deux partie de la CEEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, forte de 11 nations et son énorme potentialité commerciale. Mais certaines choses doivent d'abord être abordées avant que ces potentiels puissent être pleinement réalisés. C'est une région très riche, dotée en ressources naturelles, en matières premières, mais malheureusement jusque-là, toutes ces matières premières sont exportées sans aucune transformation. Ou quand il y a une transformation, elle est très minime. La stratégie de développement elle est très claire. Il faudrait une approche pour transformer ces ressources au niveau local et exporter les produits avec nos grandes valeurs ajoutées. Et c'est ça la stratégie d'industrialisation que nous sommes en train de développer, voir comment dans chaque pays, on pourrait développer des chaînes de valeur à haut potentiel dans la région, suivant une approche qui a été définie pour pouvoir développer une chaîne de valeur. Ils avaient également exprimé une grande surprise et une indignation face à la volonté du gouvernement congolais d'imposer coûte que coûte ces accords aux Congolais qui n'en veulent pas. D'autant que selon l'article 2 de notre loi fondamentale, le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et enfin, ils avaient exigé l'annulation pure et simple de tous ces accords qui sont contraires aux intérêts du peuple congolais. Donc, nous revenons sur ce débat au niveau des accords entre le Congo et le Rwanda, tout en attirant l'attention que s'agissant toujours de ces accords, nous avions l'accord sur la coopération militaire et technique, nous avions l'accord cadre sur le partenariat économique, la promotion et la protection des investissements, qui n'avaient jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement. Donc, nous indiquons ça parce qu'à l'époque, on avait tendance à prendre à la légère ce problème, mais ce problème est très sérieux et il doit être très, très au sérieux. Donc, j'exhorte les gouvernants à ne pas être silencieux sur cette situation et à la prendre très, très, très au sérieux et à tout mettre en œuvre pour que nous sauvegardons la qualité des bonnes relations que nous avions avec la République démocratique du Congo. J'espère que les autorités congolaises suivront cette information. Si elle est fondée, il faut lui accorder une priorité de premier plan. Maintenant, en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, puisque nous allons y entrer, nous sommes à quelques jours de la tenue de l'élection présidentielle du 15 mars 2026. Nous avons essayé de nous pencher sur un thème, c'est le contexte préélectoral est très préoccupant. Nous le trouvons très préoccupant parce qu'il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas, à notre avis, qui ne sont pas prises, qui ne vont pas favoriser la tenue d'une élection libre, équitable et transparente. Et c'est pour ça que nous allons revenir sur ces différentes questions. Le premier aspect que nous allons aborder, c'est celui des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Nous n'avons fait que rappeler cela depuis de longs mois. Nous avons exhorté, et surtout lorsque nous pensons que lors de la concertation des votes, il avait été recommandé au gouvernement l'élaboration d'un timing précis des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Malheureusement, nous sommes dans la précipitation et aujourd'hui, beaucoup de voix, y compris des voix des personnalités ou des structures politiques qui sont proches du pouvoir, s'élèvent pour relever avec force que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente. Parmi ces voix, on a noté, et nous insistons beaucoup, on a noté celle
qui a été prise au niveau du Conseil national de l'UPADES, qui est dirigé par le chef de file de l'opposition. Et au cours du Conseil national de l'UPADES, il y a un certain nombre de choses qui ont été relevées, pour lesquelles nous avons tenu à prendre un certain nombre de notes. Parmi ces notes, nous avons tenu à relever que, évidemment, les prérequis suivants de la démocratie ne sont pas réunis. Il s'agit de quoi pour ce Conseil? Il s'agit de la liberté et de la diversité d'opinion. Il s'agit de l'indépendance et de la justice. Il s'agit de la neutralité de la force publique qui doit être au service de la nation et non au service des individus. Il s'agit de la participation des observateurs internationaux, des observateurs indépendants au plan local et au plan international. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de constats plus forts qui ont été faits. Manque de volonté du gouvernement. Manque de volonté du gouvernement. Refus de celui-ci d'implémenter la biométrie. Refus de plafonner les dépenses des campagnes électorales. Refus de mettre en place une commission d'organisation des élections réellement indépendante. Si je m'en tiens à ce qui a été dit au niveau du Conseil national de l'UPADES, la conclusion qui a été tirée, c'est la non-participation à l'élection présidentielle. Et vous voyez bien que ça pose problème. Mais d'autres voix se sont élevées. Et parmi les problèmes qui ont été soulevés, il y a par exemple le vote de la diaspora, qui n'est toujours pas à l'ordre du jour. Il y a ce problème qui apparaît toujours, le vote anticipé de la force publique, qui est incompréhensible. Il y a d'autres aspects, notamment il y avait cette recommandation prise au niveau de Ouando, où on proposait la réduction des taux de cautionnement. Et on proposait, par exemple, pour l'élection présidentielle, qu'il passe de 25 millions à 5 millions. Mais je crois que les dés sont jetés, puisqu'il y a déjà certains candidats qui ont déjà versé les 25 millions. Donc, il sera difficile d'y revenir. Donc, voilà le premier aspect, parce que nous évoquons ça et nous insistons. Parce que assez souvent, nous l'avons évoqué. Et la réaction des gens, c'était de dire, c'est l'opposition radicale. Alors, vous savez, dans ce pays, même quand on a des bonnes idées, on les classe toujours comme quoi c'est l'opposition radicale. Mais si être à l'opposition radicale, c'est avoir des idées, on devrait s'enorgueillir et on devrait pouvoir avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel nous insistons, c'est la situation brûlante et préoccupante du département du Pôle. Et ce qui s'y passe est inacceptable. Et moi, je pense que lorsqu'on parle du Pôle, je ne vais pas refaire l'historique depuis très longtemps. Je vais essayer de repartir à une date de référence que je situe au 4 avril 2016. Pourquoi? Mais parce que le 4 avril 2016, il nous a été annoncé l'attaque des quartiers sud de Brazzaville. Et ensuite, cette attaque, semble-t-il, s'est prolongée dans le Pôle. Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord, le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, À l'aube ce lundi et durant plusieurs heures, des combats ont opposé des assaillants non identifiés aux forces de l'ordre congolaises dans les quartiers de Bakongo, Mayanga et Makelekele, acquis à l'opposition. Selon nos observateurs présents sur place, la mairie de Makelekele a été incendiée, mais aussi son commissariat, tout comme celui de Sangolo, un quartier voisin. Depuis, le calme est revenu. Des centaines de militaires et de policiers ont été envoyés en patrouille. Ces violences interviennent dans un contexte post-électoral tendu. La réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier est contestée par plusieurs groupes d'opposition. Certains ont d'ailleurs appelé à la désobéissance civile.
La Cour constitutionnelle étudie en ce moment les résultats de ce scrutin en vue de leur validation. Il y a eu ce que l'on appelait la guerre du poule, avec le bilan que l'on connaît, tant du point de vue des pertes et de vies humaines, de la disparition des villages, des exécutions sommaires, des déplacements des populations. Et à l'époque, tous les Congolais se souviendront, les membres du gouvernement, que ce soit le Premier ministre Clément Mwamba, que ce soit les membres de son gouvernement, ne faisaient que clamer haut et fort qu'il s'agissait d'une attaque des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas discuter. Et ils avaient pris des engagements pour dire qu'ils mettront tout pour mettre la main sur ces terroristes, etc. Et ça a continué. Ça a continué. Mais il faut relever que les populations du Poul ont encore une fois payé le prix fort de cette situation. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? On y est arrivé au 23 décembre 2017. Il y a soi-disant un accord qui a été signé. Les mandats d'arrêt internationaux, semble-t-il, qui avaient été lancés, ont été retirés. Et on a vu, soi-disant qu'il y avait les accords. Mais qu'est-ce que ça a donné, ces accords? Ça n'a fondamentalement pas changé la situation. Et les Congolais, comme moi, nous avons été surpris. Lorsque, au niveau du CG de la liberté, le président de la République, parlant en bien de la DGSP, en disant que c'était une unité d'élite et qu'elle avait déjà été envoyée en mission avec succès dans le Poul. Mais beaucoup de Congolais comme moi, on s'est posé la question. Mais nous croyons à l'époque que la mission de la force publique, c'était, semble-t-il, je l'ai dit dans l'état d'esprit de l'époque, c'était d'arrêter le pasteur Doumi, c'était de mettre fin, etc., à cette situation guerre qu'on appelait asymétrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on est resté perplexe un peu sur cette déclaration. Et puis finalement, on a vu quelques jours après, la DGSP s'est déployée dans le Poul. Et le 11 janvier, on a vécu le scandale qu'on a vécu. Notre pays, depuis même la proclamation de la République, jusqu'aux plus tragiques événements de 1997, 98, 99, notre pays n'a pas réellement connu la paix. C'était toujours un événement, puis un autre, violence et une autre violence. Regardez, lisez, vous êtes des intellectuels, observez bien, et vous verrez que notre pays n'a vécu durant toute cette période que dans un climat de tumulte, de violence, etc. Et nous avons décidé, à partir de l'an 2000, surtout à partir de l'an 2000, de faire que notre pays, les populations de notre pays vivent et travaillent en paix. C'est pour ça que vous le voyez dans tous mes discours. Alors, nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Et la sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le Poul. C'est le grand frère de notre père. Il est mort pendant la guerre. De suite d'une blessure, il est mort pendant la guerre à Kaungabudjumu. Et il nous a fallu l'exhumer là-bas pour la ramener ici. Et ce village a été détruit pendant la guerre? Ce village a été détruit pendant la guerre. Les quatre maisons qui étaient ici ont été brûlées pendant la guerre. La première était là. La deuxième était là. La troisième derrière cette tombe-là. Derrière cette tombe-là, il y avait la plus grande maison là.
Et puis, là à côté, là aussi, il y avait une maison. Et qui a détruit? Les Les ex-combattants, les les militaires. venus, ils ont brûlé. Hein, ils avaient brûlé. Les militaires. Brûlait-il? Il les brûlait parce que ça peut être des refuges des ex-combattants. Et comme eux, ils avaient un bouchon en bas là, un bouchon en bas, donc ils pouvaient d'abord venir se cacher ici pour aller et ensuite descendre pour les attaquer. Donc voilà la véritable raison pour laquelle ils avaient tout brûlé. Même les maisons qui en bas là aussi c'était habité. Il y avait, je crois, 6 maisons en bas là. Comme quoi il y aurait eu opposition entre la DGSP et les ninjas Nsilulu du révérend pasteur Ntou. Alors nous nous sommes posé la première question, mais il semblait que le ministère de l'Intérieur a reconnu le CNR, le parti du pasteur Ntoumi, comme parti reconnu par le ministère de l'Intérieur. Mais est-ce qu'il est normal qu'on l'ait reconnu et qu'on découvre quelques jours après que le pasteur Ntoumi gère une milice? Entre nous, soit dit, que ce soit à l'opposition ou à la majorité présidentielle, il faut qu'on apporte la clarification sur ces choses-là. Pourquoi? Mais parce que le bilan, encore une fois de plus, était très lourd. Une partie de la population du Poul a dû se réfugier au Congo central, en République démocratique du Congo. Une bonne partie a regagné les forêts. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut parler de paix? Puisque dit-on qu'on en parle tous les jours. On cite même celle que Jésus nous donne en référence. Est-ce qu'on y est véritablement? Alors c'est là où nous disons qu'il y a véritablement problème. Et nous avons été véritablement surpris avec l'évolution des événements ces derniers temps. D'apprendre dans des villages dont je ne maîtrise pas correctement les noms, mais j'ai cru entendre Miété, Lukuo, Vinza, qu'il y a eu des bombardements. Et on s'est demandé qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et quel en est le bilan? Que veut-on franchement à l'approche de l'élection? Alors c'est pour ça que nous disons que cette question du pouls, elle pose beaucoup de problèmes à l'ensemble des Congolais. Je vous rappelle que le Congo est indivisible. Et cette démarche qui consiste, lorsqu'il s'agit du département de Poul, à faire que les problèmes soient évoqués, soi-disant par les cadres politiques du Poul, qu'ils soient évoqués, soi-disant par le pasteur Ntoumi, par rapport à l'accord avec le... Cette vision doit être dépassée. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui prouve que, clairement, de façon claire, et que ce soit les gouvernants, que ce soit le pasteur Ntoumi et ses partisans, ils doivent prendre conscience que les Congolais ont noté que l'accord du 23 décembre 2017 a atteint ses limites et il n'a pas été capable d'apporter la solution à une paix véritable. Et qu'est-ce qu'on vit? C'est des morts, c'est des circulations qui est bloquée. Et par rapport au 11 janvier, est-ce qu'il y a une enquête qui est montée? Parce qu'il faut que les responsabilités soient rétablies. Quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, dans le Poul, cette situation se présente comment? Et puis bon, finalement, on a vu une note du général Serge Bois qui a annoncé qu'il semble que l'opération de lutte contre les ninjas Nsilulu et le grand banditisme dans le Poul est terminée. Peut-on en présenter le bilan au Congolais? Je suppose que ce n'est pas trop demandé. La force publique devrait rendre compte aux Congolais de ce qui a été fait en termes de lutte contre le grand banditisme et sur les ninjas Nsilulu. Parce que nous, en ce qui nous concerne politiquement, nous rappelons aux gouvernants que selon l'article 207 de la Constitution, la création des milices sur le territoire congolais est considérée comme un crime qui doit être puni par la loi. Et le gouvernement ne peut pas soutenir ni la création, ni le maintien
des milices sur l'espace du territoire du Congo. Surtout à l'approche d'une élection présidentielle. Alors c'est pour ça que je pense que le problème du Poul doit être un problème national. Le Poul est un département du Congo et le Congo doit être un indivisible. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que nous utilisons les outils constitutionnels qui sont entre nos mains. Et parmi ces outils, nous avons le Conseil national du dialogue, qui a été institué par les articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015, comme organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Et le Poul sur les grands problèmes d'intérêt national. Mais le Poul est devenu un grand problème d'intérêt national. Alors on ne peut pas continuer. Oh, il y a eu l'accord en 2000. Mais cet accord, je crois, de mon humble avis, il est dépassé. Et maintenant, je propose, pour terminer sur ce que j'ai dit, tout en déplorant ce qui s'est fait, tout en proposant que les responsabilités soient établies pour ce qui s'est passé le 11 janvier 2026, je souhaite que les dispositions soient prises pour qu'il y ait un Conseil national de dialogue qui se tienne et que ce Conseil national de dialogue qui va renfermer ce que les Congolais ont comme d'intelligentsia puisse se retrouver pour qu'on apporte une solution radicale, structurelle et définitive à cette question du Poul, en envisageant toutes les mesures qui doivent être conformes aux lois et règlements de notre République. On ne va pas continuer. Je suis désolé pendant cet épisode d'avoir suivi des discours tribalistes, des choses qu'on ne souhaiterait pas entendre, etc. On ne va pas réveiller les vieux démons. On ne va pas réveiller les vieux démons. Et je pense même, en ce qui me concerne, en tant qu'acteur politique, je considère qu'il y a une injustice grave déjà par rapport à cette situation. Et je crois qu'il faut qu'on évoque structurellement les problèmes du Poul, véritablement, en ayant à l'esprit qu'on va apporter la solution. Je vais vous en évoquer un. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents, mais je le dis parce que c'est mon sentiment le plus profond. Lors du procès du général Dabira, le général Dabira a avancé qu'il avait un certain nombre d'informations selon lesquelles il y avait un officier général qui faisait parvenir des armes au révérend pasteur Toumi. C'est pas moi qui le dis, on peut retrouver la vidéo de Dabira. Maintenant, je pose la question aux gouvernants, je pose la question aux acteurs politiques. Est-ce qu'il est normal que nous ayons observé du silence sur une question si importante? Il s'agit pour le ministère public de comprendre. Selon le général Norbert Dabira, l'idée d'abattre l'avion présidentiel émane du général Nyanganga Tsembwala. Ce dernier, affirme Dabira, consultait régulièrement la veuve Chisser Tikaya, qui est une voyante. C'est là qu'elle me dit, j'ai rencontré le général Nyanganga, il compte, dans cette idée, compte déposer le président et le mettre donc à la retraite parce que la situation politique n'est pas bonne. Donc, subitement comme ça, elle a commencé à aborder cette question. Mais c'est pas subitement, ça dit que c'est puisqu'elle vient me consoler, on parle et du coup. Vous parlez politique? C'est une femme qui parle de tout. Hein. Chemin faisant, vous abordez un débat politique. Bon, est-ce que c'est un débat politique ou bien au fait elle en parle et vous révèle un projet criminel. Je crois que c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire qu'elle me dit que il y a l'autre là, comment on appelle ça, le général Nyangambala qui le consulte pour parce qu'il il a envie de déposer le président et bon, ça s'est pas passé une fois, hein, parce que là, je crois qu'elle fait un peu de la voyance et avec Nyangambala, ils ont des relations de ce genre, hein, regarde un peu cette affaire et consorts. Donc ça là, je ne rentre pas trop dedans parce que moi c'est le renseignement que j'ai.
c'est qu'elle me dit que Nyangambwala a telle intention et il me consulte pour ça. Et alors? Donc, au premier abord, je me dis, bon, mais ça continuait. Et Général Dabira, quand vous dites ça continue, il y a quand même un début et il y a une fin. Oui. Ça a commencé quand? Et ça s'est poursuivi jusqu'à quand? Non, ça s'est poursuivi. Il y a eu au moins combien de reprises? Ouais, non, il y a eu... Combien de fois elle vous a répété ça? Je ne peux pas compter le nombre de fois, mais ce n'est que quand elle est repartie qu'elle a cessé de m'en parler. C'est tout, c'est-à-dire que... Parce que Bon, elle était arrivée quand? C'est-à-dire... Elle était arrivée quand pour vous assister et afin que vous puissiez... Voilà. Donc, c'est quand j'ai perdu ma fille. Ensuite, j'ai perdu ma sœur. Et c'est surtout les deux. J'ai perdu ma fille et ma sœur. Avant tout, c'est le grand frère. C'est beaucoup plus au milieu, la fille et la sœur, qu'elle venait, parce que j'étais complètement abattu. C'est en quel mois, M. Dabira? Informé de ces révélations, le général Dabira décide de dissuader le général Nyanganga Tsimbwala. Veuve Tissé vous fait des révélations. Et vous décidez d'aller voir Nyangambwala Ngati. Voilà. Hein? Oui. Où? À son bureau ou à son domicile? À son bureau. À son bureau. À son bureau. Et vous vous êtes dit quoi? Et quand j'ai voulu parler, il m'a dit non, allons chez moi. Aujourd'hui, dit le contraire, hein, mais moi je dis, c'est lui qui a demandé, dit allons chez moi, je préfère qu'on cause chez moi à la maison. Et on s'est entretenu. Je lui ai dit que j'apprenais que vous aviez l'intention de mettre le président à la retraite, à Oyo, de le déposer, mais c'est une mauvaise intention. Parce que je connais mon homme, je connais mon grand frère. Il ne se laissera jamais faire. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Est-ce que nous ne sommes pas responsables justement de tout ce qui se passe? Parce que nous avons assez souvent observé des silences sur des questions importantes comme celle-là, qui devraient permettre, à mon avis, l'ouverture d'une enquête. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a certainement des choses à se cacher. Mais si on a des choses à se cacher, on n'apportera jamais la bonne solution à la question, au problème du pool. Et ce serait véritablement dommage. Mais en fait, ce n'est plus le problème du pool, c'est le problème du Congo tout entier. Autant je parle du pool, autant je souhaite que les gouvernants accordent une attention particulière. Je ne sais pas s'ils le feront après l'élection. Peut-être que le nouveau président élu pourra suivre notre conseil. Il faut qu'on accorde une attention toute particulière à la situation d'un département comme la Likwala. Parce que quand on entend les cris de cœur, quand on entend, il y a véritablement quelque chose. On ne peut pas avoir dans un pays qui parle de l'unité, de la concorde, etc., mais qu'on puisse avoir des départements entiers qui se sentent abandonnés par rapport à l'autorité centrale. Ce n'est pas du tout normal. Donc, je considère que le problème du pool est un problème important. Il faut qu'on y accorde toute l'attention voulue. Il y a l'intelligence nécessaire pour apporter ça, mais il faut la mettre à profit, à condition que nous agissons dans la transparence, en ayant l'amour du pays, l'amour du prochain, et en veillant en sorte que nous militons tous pour que le Congo soit un et indivisible, et qu'il n'y ait pas toujours de la perturbation de la paix. Donc voilà sur cette affaire du pool, je tenais à donner mon sentiment là-dessus. Et après avoir donné mon sentiment là-dessus, je vais passer à un autre point. C'est la conférence des préfets qui semble-t-il a commencé à Djambala, je crois le 26 janvier. Je ne sais pas si je n'ai pas suivi si elle s'est terminée, mais j'ai suivi les discours à l'ouverture, j'ai essayé de suivre les travaux, et moi j'ai un sentiment à donner à ce niveau. Je dis que j'ai un sentiment à donner parce qu'on a parlé de la conférence du pool des préfets avec une priorité, c'est la préoccupation
d'une élection 2026 qui sera libre, équitable et transparente. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il est possible que ces préfets apportent leur contribution pour une élection libre, équitable et transparente? Moi, je pense que c'est non. C'est vrai. J'ai suivi ce que le ministre de l'Intérieur, l'un des propos que le ministre de l'Intérieur a tenus au niveau de cette conférence. Il a notamment dit ceci. 2026 étant une année électorale, les préfets et les présidents des conseils départementaux et municipaux doivent être en parfaite harmonie pour les actions électorales. Il a bien dit pour coordonner. Et moi, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'on appelle à la coordination des préfets, qui en grande majorité sont des membres du Parti congolais du travail, sinon de ses alliés. Et je ne dis pas en l'air. Si je prends, par exemple, le préfet de Pointe-Noire, si je prends le préfet de la Lekoumou, si je prends le préfet de la Bouenza, si je prends le préfet du département de Joléfini, si je prends la préfète du département Nkeni à Lima, si je prends le préfet du département des Plateaux, ils sont tous des membres du comité central du Parti congolais du travail. Je ne parle pas des autres qui sont certainement soit de la force publique, soit des membres du Parti congolais. Mais ceux-là, je les mets en épingle parce qu'ils sont des membres du comité central. Et pourquoi je vais les mettre en épingle? Mais parce qu'ils ont fait partie des congressistes qui, en décembre 2019 et en décembre 2025, ont décidé unanimement avec les autres congressistes à reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. À partir de ce moment, on peut se poser la question, est-ce qu'ils peuvent être neutres? Est-ce qu'ils peuvent ne pas être partisans? Je dis ils ne peuvent pas être neutres. Ils sont nécessairement partisans. Mais le disant, je relève quoi? Je relève qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Comme d'ailleurs nous n'avons cessé de relever que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais eux, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Non pas seulement de ce point de vue, mais parce que ils n'ont jamais déclaré leur patrimoine, comme l'exige la Constitution du 25 octobre 2015. Donc, je vous fais la démonstration, là, au-delà de ce que nous avons déjà dit, plus haut que les préfets, dans leur grande majorité, ne sont pas en conformité avec la loi. Dans leur grande majorité, ce sont des membres du Parti congolais du travail ou de leurs alliés, mais qui ont choisi de soutenir le président Denis Sassou Nguesso pour qu'il se positionne comme candidat à l'élection présidentielle. Et je crois, et c'est véritablement problématique et il faut qu'on examine ça. Est-ce que ces préfets savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Puisqu'ils ont reconnu, nous allons en parler tout à l'heure dans le cadre du ministre de l'Intérieur, ils ont reconnu comme conforme à la loi, ils ont reconnu c'est le PCT alors que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Pensez-vous que pour l'élection présidentielle, ils vont agir autrement? C'est pas vrai. Leur chef, c'est Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail. Maintenant, j'enchaîne sur ce créneau en essayant d'aborder un autre aspect. C'est celui du ministre. Et je pense que de ce point de vue, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a beaucoup de problèmes qui méritent de trouver des réponses, sinon des solutions. Le premier problème que je tenais à souligner, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation n'est pas en conformité avec la loi. Je rappelle qu'il est à ce poste depuis 2007 et je le rappelle aussi, je le prends sur moi, que depuis 2007, la plupart des élections ont été organisées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Je relève un autre point. Le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et en cela, il a fait partie des congressistes qui, tant en 2019 qu'en 2025, mais ont reconduit
le président Sassou comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser une élection libre, équitable et transparente? Je dis non. Est-ce qu'un membre du bureau politique, s'il ne s'élève pas pour observer la neutralité et ne pas être dans le côté partisan, peut contribuer à la tenue d'une élection libre démocratique? Je dis non, ce n'est pas possible. Et nous en avons l'expérience. Mais j'ajoute une autre dimension. Mais c'est bien le ministre Mboulou qui a présenté, qui a fait adopter au Parlement la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative à la vie des partis politiques. Mais cette loi, quand on essaie de voir les textes qu'il prend, on va y venir, elle devrait s'appuyer sur l'article 11 de cette loi et l'article 26. Mais quand on regarde de près, cette loi dit quoi à l'article 31? En cas de violation des lois en vigueur par un parti ou un groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture de ces locaux. Question. Pourquoi le ministre Mboulou se refuse à appliquer cette disposition au Parti congolais du travail? Est-ce parce qu'il en est membre du bureau politique ou est-ce parce que le président de la République qui est président du Parti congolais du travail ne l'y autorise pas? C'est un problème. Maintenant, si vous ne respectez pas la loi, si le PCT ne doit pas respecter la loi, la Constitution, elle est faite pour qui? La Constitution, elle est faite pour qui? Je crois que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tout le monde, dans toute sa rigueur. Mais ce n'est pas ce que nous observons. Et c'est en ça, justement, que l'on a constaté que le ministre de l'Intérieur publie régulièrement des textes dans lesquels il reconnaît des partis, mais comme le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Et tout à l'heure, je vous ai relevé encore une autre chose qui n'est pas normale. S'il est vrai que le président Toumi a une milice, est-ce qu'il est normal que le ministre de l'Intérieur ait pu reconnaître ces partis? Et si on reconnaît des partis qui ont des milices, on va où? Moi, j'ai cru lire cet accord du 23 décembre 2017. Je n'ai pas vu là-dedans qu'on avait accordé la possibilité à un parti d'avoir une milice. Et même si cet accord avait prévu cette possibilité, mais nous aurons rétorqué immédiatement que c'est en violation des lois et règlements de la République, c'est-à-dire de la Constitution. Est-ce que le ministre de l'Intérieur peut l'expliquer? Est-ce que le ministre de l'Intérieur peut l'expliquer? Alors, quand on vient parler de paix, quand on vient parler de ce que c'est la force de la loi qui doit s'imposer, cette force de la loi doit s'imposer pour qui? Pour arrêter les opposants, pour les arrêter à ne pas mener des activités, pour faire en sorte que, et j'ai vécu l'expérience avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui semble-t-il m'a écrit, c'est pas ma demande, qui a écrit, pas moi en tant qu'individu, mais qui a écrit au niveau du Rassemblement des forces du changement pour dire qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Et après, bon, ils ont posé des problèmes. Que le Parti congolais du travail, que les partis du Rassemblement ne figuraient pas sur la liste signée par le ministre Mboulou. Mais je leur ai dit, cette liste, puisqu'il s'agit de l'arrêté 1726 de bar MIT, bar CAB du 30 juin 2025, mais ces partis, c'était pour l'année 2025. L'année 2025 s'est terminée le 31 décembre 2025. En termes administratifs, sortait le texte de l'année 2026. Mais j'ai tenu à dire, pas au président du Conseil supérieur de la liberté, mais j'ai tenu à dire aux cadres qui travaillent dans cette structure, je lui ai dit, il faut que vous sachiez que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Il faut que vous sachiez que le président, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et je lui ai ajouté, il faut que vous sachiez que le Conseil supérieur de la liberté de communication n'est pas en conformité avec la loi. Quand je le dis, je me fonde sur des arguments de droit et des preuves.
Je ne fais pas la langue de bois. Alors, le Parti congolais du travail, je ne sais pas si c'est le président Sassou qui a donné des instructions, ils ne sont pas en conformité avec la loi, mais ils torturent Clément Mirassa, ils torturent les partis, etc. Mais vous n'êtes pas conforme à la loi. Et on vous l'a dit, on vous l'a signifié à plusieurs reprises, notamment le 12 juillet, lorsque nous nous sommes retrouvés avec le préfet directeur général de l'administration du territoire. Nous avons posé clairement le problème. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail et bien d'autres ne sont pas en conformité. Que faisons-nous? Évidemment, on a choisi les droits de la force. On pense qu'il faut écraser les autres. Et ils sont forts, ils ont la DGSP, ils croient que la force publique est faite pour être à leur disposition. Et ils veulent écraser les autres. Mais moi, chaque fois que vous tenterez de m'écraser, chaque fois que j'aurai la possibilité de m'exprimer, je m'exprimerai. Et je rappelle aux Congolais, il y a l'opinion nationale et internationale, que sur ces questions, je ne fais pas la langue de bois. J'ai introduit des recours à la Cour constitutionnelle. Et le 14 janvier dernier, j'en ai encore introduit un. J'ose espérer que d'ici là, conformément aux dispositions de la loi, j'aurai la réponse que cette institution aura bien voulu me donner. Mais j'ai introduit les recours. Donc, il faut qu'on fasse l'effort. Mais de respecter la loi et de faire en sorte que la loi soit la même pour tous. Il n'y a pas de Congolais et des sous-Congolais. Il n'y a pas de Congolais et des sous-Congolais. Parce que ce que je dis là, ça prouve quoi? Mais ça prouve que le Congo est une république bananière. Le Congo est une république bananière. Parce que quand je viens de faire le développement que je viens de faire, il montre clairement quoi? Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le ministre de l'Intérieur n'est pas en conformité avec la loi. Plusieurs partis qu'ils ont reconnus ne sont pas en conformité avec la loi. Les préfets, dans leur grande majorité, ne sont pas en conformité avec la loi. D'ailleurs, ils sont les membres d'un parti qui n'est pas en conformité avec la loi. Où allons-nous? Que voulons-nous? Et après, on vient parler de paix. Après, est-ce qu'on veut vraiment de la paix? Je dis non. Maintenant, si c'est ce problème de la conservation du pouvoir, mais organisez un débat. Organisons un débat. Si on doit organiser une présidence à vie, mais retrouvons-nous, définissons des critères pour ce que doit être cette présidence à vie. Arrêtons qu'il y ait des morts, des Congolais qui meurent. Arrêtons qu'il y ait des Congolais qui soient dans la souffrance, etc. Puisque le bilan sera toujours positif alors que tous les Congolais savent qu'il est négatif. Et on va continuer. Donc, de ce point de vue, je voulais que les Congolais, que les téléspectateurs soient bien informés de la situation véritable du Congo et qu'on puisse essayer d'avancer pour que rien, absolument rien ne puisse reconstituer le problème des problèmes. Maintenant, je vais toucher un problème qui soulève certainement des passions, mais ce n'est pas de ma faute. Je vais passer à un problème qui est très, très important. C'est l'information que la plupart des Congolais, des téléspectateurs ont dû suivre sur les défis. Information selon laquelle le président de la République et les membres de sa famille seraient touchés par une affaire de corruption. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Emla. Emla Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor EEP, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. Les 2 Norvégiens en cause dans cette affaire ont été arrêtés pour la première fois en 2021 avant d'être libérés après 2 semaines de détention au cours de l'enquête préliminaire.
Je ne vais pas faire trop de commentaires parce que le sujet est tellement sensible, mais ça ne m'empêche pas de faire des analyses et de donner mon point de vue. Quand je vois ce que j'ai tiré sur les réseaux sociaux ici, il est dit ceci. En Norvège, ça se passe en Norvège. Deux citoyens norvégiens et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor, Emla Afrique Holding, filiale de Petronor, ont été inculpés à Oslo de corruption pour le versement d'environ 25 millions de dollars au président congolais Denis Sassou Nguesso. Il y a certains membres de sa famille. Et je lis plus loin, je ne fais pas davantage de commentaires. Jusqu'à fin 2024, ces parts et dividendes auraient procuré au moins 24,68 millions de dollars, soit un peu plus de 14 milliards d'avantages à la famille présidentielle selon l'acte d'accusation. Cette information, c'est pas Mirassa qui l'a créée. Elle sort, elle est livrée par la Radio France Internationale. Et évidemment, ça suscite beaucoup de passion, ça suscite beaucoup de commentaires. Nous avons lu et nous allons y revenir que selon RFI, le ministre Thierry Mongala a considéré cela pour de la diffamation avant la campagne pour la présidentielle de mars 2026, etc. Bon, chacun de nous est libre, conformément à l'article 25, d'avoir son appréciation de la situation. Moi, j'ai la mienne et je tiens à essayer de la livrer pour que les téléspectateurs puissent également avoir leur appréciation de la situation. Le premier commentaire que je fais, c'est vouloir faire un certain nombre de rappels. Le premier rappel que je fais, c'est que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption en 2024 a été de 23 sur 100, mais véritablement médiocre. Et le Congo est classé dans le top 10 des pays africains les plus corrompus. Mais généralement, qu'est-ce qu'on a constaté? En dépit de l'existence de nombreux dossiers connus des Congolais, sur le terrain, rien ne bouge. À une époque, nous avons même suivi la déclaration de la Haute Autorité de lutte contre la corruption qui a annoncé avoir élaboré un certain nombre de dossiers qui devaient être transmis à la justice, mais ils n'ont fondamentalement jamais été transmis au niveau de la justice. Donc, il faut que nous sachions. Et il faut que nous sachions également, puisqu'on ne cesse de le répéter, que la corruption constitue un véritable obstacle au développement du pays. Elle conduit à la misère de la population. Elle conduit à l'enrichissement dans des procédés qui sont très, très peu recommandables à certaines gens qui profitent de leur position, mais pour plonger. Et le Congo est véritablement aujourd'hui dans cette situation. Ça, c'est le premier rappel que je fais. Le deuxième rappel que je fais, c'est une déclaration du président Denis Sassou Nguesso. Lors de son discours d'investiture en 2009, il disait ceci. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiples, notre pays n'est pas et encore hélas exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des deniers publics et d'actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Il a ajouté, il a précisé. Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Je pose la question, notamment aux compatriotes congolais. Depuis 2009, il y a combien de gouvernants qui ont été interpellés? Donc, de l'autre côté, on reconnaît qu'il y a la corruption. De l'autre côté, c'est le vide. Personne. Et nous avons assez souvent dénoncé le fait que les gouvernants avaient choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques. Je vous prends un exemple que vous connaissez bien. Si vous prenez l'exemple de FIGA, on a vu ces petites tergiversations au niveau de l'Assemblée nationale, à la Commission économie, finances et contrôle budgétaire, etc. Et ça s'est arrêté où? Nulle part. On n'en parle plus. Mais si je prends le gros dossier, les 14 000 milliards d'excédents budgétaires,
pour lesquels le président de la République avait pris l'engagement de dire que cet argent sera déposé dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Et aucun franc ne sortirait de ce compte sans la moindre loi de finances rectificative. Que chaque année, un audit allait être fait et rendu public. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, l'audit a été rendu public. Non. Mais nous avons suivi à une époque donnée la société civile qui avait porté plainte. Mais cette plainte n'a jamais prospéré. Ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillages, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grandes instances de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à ester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillages, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Cette plainte n'a jamais prospéré. Je peux évoquer d'autres cas. En 2017, le président de la République a bien annoncé dans son message sur l'état de la nation que des sommes importantes avaient été débloquées pour l'agriculture pour des résultats mitigés. Et nous avons été très heureux. À l'époque, on revient, puisqu'assez souvent, on vous a parlé de ça. Le procureur de la République a eu le réflexe d'instruire la direction générale de la surveillance du territoire pour essayer d'expliquer les dysfonctionnements. Mais la direction générale de la surveillance du territoire a fait le travail, a constaté qu'il y a eu des prêts, etc. Mais que les Congolais qui avaient bénéficié de ces prêts n'avaient jamais remboursé de l'argent. Un délai a été donné. Passé ce délai, il devait être présenté au parquet. Personne n'a jamais été présenté. Donc, vous voyez bien la situation. Elle est véritablement complexe. Mais j'en parle de façon générale parce que je ne veux pas toucher certaines sensibilités. C'est pas que non. Mais je veux que l'on soit assez clair et assez... Maintenant, quand on continue, on prend le message sur l'état de la nation en 2018. Le président de la République a dit quoi? Face aux délits économiques, quels qu'ils soient,
il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Et c'est ça la phrase capitale. Seul prévaudra la loi. Donc, en termes de rappel, je veux que les Congolais et les téléspectateurs aient suffisamment ça dans leur esprit pour se rendre compte. Parce qu'on ne peut pas avoir à exécuter un projet de société qui se dénomme Ensemble poursuivons la marche, entendu la marche vers le développement, et tolérer la corruption, les détournements des deniers publics, la concussion, la fraude, les népos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, en termes de rappel, je voulais. Maintenant, j'ai sous les yeux la déclaration du gouvernement à ce propos. Je ne vais pas beaucoup la commenter. J'ai suivi la déclaration du gouvernement au-delà de la déclaration que Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement, a faite sur RFI, je crois, ou sur les réseaux sociaux. J'ai lu cette déclaration. Je me suis appesanti sur pratiquement la fin, l'avant-dernier paragraphe. Et je trouve que c'est le paragraphe qui est extrêmement important. Parce qu'il est dit ceci. La République du Congo demeure un état de droit, attaché à la vérité, à la justice et à la stabilité de ses institutions. C'est là où j'attire l'attention. Et j'attire l'attention des gouvernants pour dire que lorsque je lis la constitution de notre pays, mon attention est retenue à l'article 168 de la Constitution. Cet article dit quoi? Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et à cet article, j'ajoute l'article 15. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques et religieuses, philosophiques et autres. Je crois que à ce niveau, les choses sont claires. Et je vais passer à cet aspect de mon analyse. C'est la jurisprudence. En termes de jurisprudence, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, et nous avons vu le président Sarkozy, en ce qui concerne son affaire de financement libyen, de sa campagne électorale, je ne sais pas en quelle année, mais il a clamé son innocence. Mais le dossier a été suivi au niveau de la justice. Et la justice l'a condamné. Et nous savons tous qu'il a passé quelques nuits à la prison de la santé. La justice a tranché. Ce n'est pas le point de vue du gouvernement qui s'impose à la justice. Sinon, le constat qu'on fait, c'est quoi? C'est l'inexistence et sinon la faiblesse de nos institutions. Et il ne serait pas sérieux que nous contribuions à la faiblesse, sinon à l'existence de nos institutions. Je prends ça, c'est le premier exemple que je prends. Le deuxième exemple que je prends, que les Congolais ont suivi, celui de Jean-Marie Michel Moukoko. Je ne parle pas de l'aspect où en rentrant des bandits le 9 février 2016, il a été caillassé. Mais lorsqu'il fait sa déclaration pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, le soir, qu'est-ce que nous voyons? Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de choses sont évoquées, etc. Quelques jours après, cette vidéo est récupérée par les médias internationaux. Et moi, j'ai fait campagne avec le candidat à l'époque, Jean-Marie Michel Moukoko. Je vous assure qu'il a été convoqué à la DGST le jour même du démarrage de la campagne. Donc, vous voyez, il annonce sa candidature le 13 février. La campagne commence le 4 mars. Et le 4 mars, donc à peine 2 semaines ou 3 semaines après, il est déjà convoqué pour être entendu sur cette vidéo. Vous voyez, il y a une jurisprudence qui est là. Il a continué. Le constat, c'est quoi? Mais le constat, c'est que Jean-Marie Michel Moukoko est en train de purger sa 10e année à la maison d'arrêt. Et comme on aime à dire, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et les autres aiment à dire, les juristes, que la loi est dure, mais c'est la loi.
elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors, c'est pour ça que lorsque je parle au niveau toujours de la jurisprudence, je tiens à rappeler surtout aux jeunes qui ne le savent pas, que notre premier président, l'abbé Fulbert, a été jugé, condamné par contumace à mort, entre autres pour détournement de deniers publics. Il faut qu'on le sache. Notre premier président a été jugé, condamné par contumace à mort, entre autres pour détournement de deniers publics, mauvaise gestion, trahison et autres. Si je passe à l'autre aspect, plus proche de nous, le président Pascal Lissouba, lui aussi a été accusé. Il a été accusé de haute trahison et de détournement de fonds. Il a été condamné à 30 ans de travaux forcés et à une amende de 25 milliards de francs CFA. J'évoque ces situations. Pourquoi? J'évoque ces situations parce que il faut que nous soyons sereins. Et j'ajoute que cette affaire du président de la République, mais elle place et la justice et le Parlement devant leurs responsabilités. Le Parlement devant jouer le rôle de contre-pouvoir et la justice, mais c'est elle qui permet aux gens de dire qu'ils sont coupables ou non. Et moi, je vais directement, parce que les gens vont rentrer dans les commentaires. Pour moi, le gouvernement a fait sa déclaration, tout à fait normal qu'il fasse leur déclaration, etc. Mais cette affaire doit permettre l'ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi? Mais parce que je suis de ceux qui estiment que dans cette affaire, qui peut être fausse, dans cette affaire, si elle est avérée, les intérêts du Congo et des Congolais ont été lésés. 14 milliards, c'est un peu plus qu'il faut pour payer les pensions d'un mois aux Congolais. 14 milliards, c'est beaucoup pour les Congolais lorsque vous voyez les tergiversations pour la reprise des cours à l'université, lorsqu'on voit toutes ces choses. Déjà, les Congolais ne comprennent pas le silence des gouvernants. Lorsque le président de la République a déclaré au cours d'un de ses messages sur l'état de la nation, qu'au lieu de 3 milliards qu'il fallait pour payer les bourses, les services en réclamaient 9, et il a fait lui-même ressentir qu'il y avait 6 milliards qui se dissipaient sans jamais laisser de traces. On a demandé que les responsabilités soient établies, que l'enquête. C'est le silence complet. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Avec tout le respect que je dois au président de la République, qui est d'ailleurs garant du fonctionnement des institutions, on se retrouve dans une situation où je suis désolé, ma position à moi, ce n'est pas de croire, et le ministre Thierry Mongala ne doit pas le croire, et beaucoup de Congolais, je pense et penseront comme moi, qu'il ne s'agit pas de lire la déclaration du gouvernement et de dire le dossier classé. Non. Il y a des noms qui ont été cités. Il y a des montants qui ont été cités. C'est la justice congolaise qui doit se saisir de ce dossier pour défendre les intérêts de l'État congolais et des Congolais. C'est ça ma conception du traitement de ce genre d'affaires. Et je crois que le ministre Thierry Mongala se tromperait largement en pensant que après sa déclaration, non, c'est pas ça. C'est la justice qui doit trancher. Mais une justice avec le respect de tout ce qui est prévu. C'est vrai qu'il y a présomption, mais après, il y a la notion de présomption d'innocence. Après, je crois que la défense doit avoir le droit de défendre les personnes qui peuvent être accusées ou sur lesquelles les soupçons pèsent. Mais ça doit se faire librement, calmement. Et c'est en ça que et la justice et le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, doivent jouer un rôle extrêmement important. J'ai appris, je crois que début février, il y a des sessions du Parlement qui vont s'ouvrir. J'ose espérer que ce genre de dossier
sera suivi et ne sera pas enterré. Au Congo, on a toujours pensé que le silence était la solution, la meilleure. Non, non, ce n'est pas la solution. Au contraire, nous aggravons la situation. Il faut au contraire que nous aidons nos autorités, nos responsables, etc., à avoir cette habitude. Et c'est pour ça que j'apprécie dans un certain nombre d'états de droit en Europe, etc. N'oubliez pas que la Norvège, dont on fait état ici, c'est l'un des États les plus démocratiques au monde. Et vous savez que c'est l'un des États qui s'est fortement développé grâce à son pétrole. Il y a d'autres atouts, etc. Donc, je pense que cette affaire est une affaire qui touche l'État, mais ce n'est pas la première. Assez souvent, nous sommes perturbés par ce soi-disant l'affaire des biens mal acquis en France. Assez souvent, nous sommes perturbés par les affaires d'un appartement à Miami. Assez souvent, nous sommes perturbés par les affaires d'un appartement à la Trump Tower. Il y a tellement, il y en a tellement. À une époque donnée, on a parlé de la société civile qui avait porté plainte contre des enfants du président Denis Sassou Nguesso. Je crois qu'à un moment donné, il faut marquer un arrêt, prendre la responsabilité et faire en sorte que la justice s'imprègne de ces dossiers. C'est pas de les mettre à côté, que ça ne règle pas le problème. Et bien au contraire, bien au contraire. Donc voilà un peu ce que je voulais. Donc maintenant, en termes de conclusion, je constate qu'il y a un contexte tout à fait particulier, préoccupant à l'approche de la tenue de cette élection présidentielle. Je constate qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente et équitable ne sont pas remplies. J'apprends que y a la question du pool. Et je pense que la question du pool doit être rangée au niveau de la recherche, de la paix, de l'unité et de la concorde nationale dans notre pays. Et je trouve et je dis clairement que l'accord du 23 décembre 2017 a prouvé ses limites. Il faut un autre cadre. Et je pense que le bon cadre pour essayer d'aller avancer dans ce problème, je crois qu'il faut aller vers le Conseil national de dialogue. Je sais que ça préoccupe le gouvernement parce que depuis 2015, ça fait bientôt plus de 10 ans, je crois. Depuis 2015, ce conseil n'a jamais été mis en place. Mais ce conseil doit être mis en place pour se préoccuper des grands problèmes d'intérêt national, comme celui du pool, et je crois qu'il faut qu'on règle ça. Maintenant, s'agissant du problème de la non-conformité à la loi, mais disons-le clairement, reconnaissons-le. Même lorsque les preuves sont établies, nous voulons encore discuter. Je ne cesse de dire que le président de la République est en situation délicate, difficile et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. En français, plus facile, ça veut dire que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Je ne cesse de dire que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Que voulons-nous? Et lorsque j'entends la force publique parler, elle parle de la force de la loi qui doit s'imposer à tous. Et si elle ne s'impose à tous, ils vont agir sans état d'âme. Mais voilà un domaine. La force publique doit être informée de la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons. Dans la situation dans laquelle réellement nous nous trouvons. Et lorsque nous parlons de l'élection présidentielle, mais nous disons que le ministre de l'Intérieur n'est pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas une attaque personnelle. Attaque personnelle, peut-être parce que dans ce pays, on aime l'obscurité, on aime que les choses soient ténébreuses. Mais lorsqu'elles sont claires comme ça, on peut en apporter la démonstration. J'ai dit aussi au cours de l'émission que les préfets, les présidents des conseils départementaux, mais ils ne sont pas en règle avec la loi. N'étant pas en règle avec la loi, quel est le rôle qu'ils jouent? Encore que j'ai vu, j'ai cru lire dans certains documents que lors de certaines concertations politiques, on avait souhaité le retrait des préfets et autres de l'organisation des élections. Mais il me semble que ça revient en force, ça veut dire quoi, etc. Qu'est-ce que l'on cherche exactement? S'agissant de l'affaire qui a été évoquée à partir de la Norvège, mais il faut qu'il y ait l'ouverture. Il faut qu'il y ait l'ouverture.
Et cette enquête doit pouvoir travailler librement. Et au Congo, on devrait permettre, et c'est là un test pour nous rendre compte si au Congo, la justice est véritablement indépendante ou pas. C'est là où on doit se rendre compte. Maintenant, je me rends compte d'une chose. Tous les Congolais et tous les téléspectateurs ont compris que l'un des problèmes de nos gouvernements, c'est la conservation coûte que coûte du pouvoir. Mais allons à la transparence. Les conditions ne sont pas remplies, on fait quoi? Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas Mirassa qui le demande. Il y a une loi qui a indiqué que dans ce cas, voilà ce qu'il faut faire. Il faut suspendre le Parti congolais du travail. On ne le suspend pas. On va à l'élection. C'est-à-dire qu'on a fait le choix du droit de la force. Et on veut piétiner la force du droit. Où allons-nous? Que visons-nous? Je crois que ce sont des questions fondamentales. Et je pense que les candidats auront certainement à se pencher sur ces différentes questions, à voir comment on va avancer, à voir non pas seulement l'élection, mais l'après-élection. Parce que malgré tout, nous sommes fils d'un même pays. Et le Congo est notre bien commun. Le Congo est notre bien commun. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on nous dise, certainement, pendant les campagnes qui auront lieu, peut-être que le Congo est un pays qui n'a pas besoin de constitution. Peut-être qu'on n'a pas besoin de lois fondamentales. Ou peut-être qu'on a besoin des lois qui permettent d'écraser les uns et que les autres se sentent toujours au-dessus de la loi. La loi ne les concerne pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, chers téléspectateurs, à l'approche de cette élection, on sent qu'il y a comme de la tension en l'air. Mais c'est les acteurs politiques, c'est les citoyens qui seront responsables de cette situation. Les citoyens doivent veiller à prendre leur destin, le destin de leur pays entre leurs mains. Les gouverneurs, les acteurs politiques doivent prendre les dispositions pour que tout ce qui se fait conformément à la loi. Aujourd'hui, nous constatons que le choix qui est fait malheureusement, c'est le choix de l'anticonstitutionnalité. Et j'ai suivi qu'à un moment donné, on avait déclaré que ce choix était un choix à la fois hasardeux et dangereux. Devons-nous continuer sur ce choix ou devons-nous marquer un arrêt et faire en sorte que nous remettons les choses sur les rails? Chers téléspectateurs, en vous posant cette question, en vous laissant le temps d'y réfléchir, et nous terminons cette émission en vous promettant que nous nous retrouverons le samedi prochain. Je crois que le samedi prochain, ça sera probablement le 7 février. On est véritablement à l'approche. Le 7 février, on sera à 5 jours de la fin du dépôt de candidature à l'élection présidentielle. Et je pense que les choses se seront déjà clarifiées. Et nous allons voir comment nous allons avancer. Donc, chers téléspectateurs, c'est par là que je mets fin à cette émission. Et je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt et à la prochaine.